L'amnistie nationale pour une réconciliation et une paix durable au Tchad, c'est le thème de ce débat. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre rendez-vous sur la télévision nationale. Le Tchad, indépendant depuis plus de 60 ans, a traversé des périodes d'incertitude à cause des guerres interminables. Cette situation impacte sur le développement socio-économique du pays, d'où la nécessité de s'asseoir pour dialoguer. L'objectif majeur du prochain dialogue politique est de jeter les bases d'un Tchad nouveau, d'un Tchad de paix, de développement et du bien vivre ensemble. Pour atteindre cet objectif, il est obligatoire de faire table rase du passé. Il faut donc pardonner aux coupables, c'est bien l'amnistie. Et cela se fait maintenant, à quelques jours du dialogue politique, parce que la procédure vient de se lancer avec l'adoption en Conseil extraordinaire des ministres ce 29 novembre 2021 de 2 projets de loi. L'amnistie est-elle vraiment une condition sine qua non pour une paix définitive au Tchad? Sinon, quelle est sa portée politique, juridique et sociale? Des questions qui méritent d'être éclairées en cette phase de pré-dialogue national. Et pour répondre à toutes ces questions, nous recevons sur ce plateau M. Guibolo Fanga Mathieu. Il est magistrat, conseiller juridique du Premier ministre. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Le second invité, le professeur Ahmad Mahamat Hassan, professeur de droit et sciences politiques, ancien ministre de la Justice. Merci. Voilà, le troisième invité, Dr Suleiman Abdoulaye, historien, enseignant, chercheur à l'école normale supérieure. Professeur, merci d'avoir accepté de participer à ce débat. Merci, monsieur. Je disais tantôt qu'en Conseil extraordinaire des ministres, ce 29 novembre 2021, il y a eu 2 projets de loi. Le premier portant amnistie générale pour des faits d'atteinte à l'intégrité de l'État et des délits d'opinion. Le second projet de loi portant amnistie générale pour des faits d'actes de terrorisme, des complicités de recrutement et d'enrôlement des mineurs de moins de 18 ans dans les forces armées. Voilà ces 2 projets de loi. Nous voudrions recueillir très rapidement vos réactions à chaud. Je commence par celui qui est à ma droite, M. Suleiman. Cet acte est un acte majeur pour la phase que nous venons d'entamer avec le gouvernement de transition, avec les militaires qui ont pris le pouvoir après le décès du chef de l'État. Et ça rassure le peuple qu'ils ont la bonne volonté de mener ces processus-là jusqu'au bout. Monsieur Guibolo. Merci. Alors, moi je dirais que c'est une démarche régulière et légitime qui s'inscrit dans le cadre de la transition en cours dans notre pays, et ce à la suite de la disparition tragique sur le champ d'honneur du président de la République, feu Idriss Déby Itno. Et professeur Ahmad, votre réaction à chaud? Écoutez, depuis la disparition du maréchal du Tchad, feu Idriss Déby Itno, et la prise du pouvoir par le Conseil militaire de transition, il était question d'organiser un dialogue inclusif au Tchad, regroupant tous les enfants de ce pays pour refaire un Tchad nouveau où il fait bon vivre de paix et de tolérance. Un comité préparatoire est mis en place. Il a fait le tour des provinces et de la diaspora et il était posé comme question, comme préalable par certains acteurs politiques, notamment les politico-militaires, qui estimaient conditionner leur participation par l'amnistie. L'amnistie, c'est le pardon. Et c'est se pardonner avant d'aller au dialogue, effectivement, c'est sécurisant. C'est sécurisant, ça rassure, ça balaie, c'est déblayer le terrain pour un bon dialogue, sans méfiance, sans épée de Damoclès de poursuite ou d'arrestation pour demander à ceux qui n'ont pas été arrêtés à l'époque de purger leur peine et d'être astreints à être en prison tout de suite parce qu'on les avait
sous la main. Alors, la question que tout Tchadien veut savoir aujourd'hui, c'est quoi Amnesty? Je me tourne vers vous, M. Guibolo. Par définition, peut-être en résumé, je dirais que l'amnistie est un pardon légal, on le dit ainsi, c'est un pardon légal. C'est un acte législatif qui ressort de la compétence exclusive du Parlement ou de l'Assemblée nationale, de manière résumée, des élus du peuple qui définissent la gravité ou encore la nature des infractions concernées. C'est en fait un acte impersonnel, aussi bien général. Alors, on peut dire que ça a une portée historique pour vous en tant qu'enseignant-chercheur. Oui, l'amnistie a une portée historique du fait que les plus anciennes civilisations comme celle d'Athènes et Rome, qui vivaient constamment dans les guerres, et lorsqu'il s'agit de faire la paix, l'amnistie est les conditions sine qua non de ce processus-là. Et donc, la première amnistie que Rome avait signée, avait publiée, c'est datant de 405 avant Jésus-Christ. Donc, la portée historique est là. Et pour notre pays aussi, à chaque fois que le gouvernement envisage ou bien entame une réconciliation avec les forces qui ont combattu le gouvernement, ils ont toujours signé des amnisties. Voilà. Et au Tchad, la première réconciliation avec le Frolina datant de 1970, à Sarre, et lorsque les négociations ont été entamées, ça a suivi aussi d'un acte d'amnistie. Voilà la portée historique de cet acte. Oui, professeur Hassan, l'acte est déjà posé, c'est un processus. Alors dites-nous comment la suite sera donnée à ces deux projets de loi. Pour compléter mes collègues qui m'ont précédé si brillamment d'ailleurs, l'amnistie est un acte juridique de portée législative. Ayant de nature législative, je veux dire, qui est du ressort du Parlement représentant la nation, mais dans les régimes d'exception et des cas exceptionnels comme le cas que le Tchad a traversé, l'exécutif peut légiférer par ordonnance, et là également, il y a eu des cas d'amnistie par ordonnance du président de la République à valeur législative. Elle a pour effet, elle est de nature juridique, mais elle a également des conséquences sociales, politiques surtout, mais de fois économiques, pour la simple raison qu'elle efface l'existence de l'infraction. L'infraction, les personnes poursuivies pour une infraction donnée, délit ou crime ou autre, dès l'instant où elles font l'objet d'une amnistie, ces infractions sont considérées comme si elles n'ont jamais existé. Et si c'est en procédure judiciaire, sur la table des magistrats, les procédures sont abandonnées. Si ce n'est pas engagé, la poursuite et le déclenchement de l'action publique par les magistrats du parquet sous le contrôle du garde des Sceaux, ministre de la Justice, ne sont pas enclenchés. Et alors, quant à son aspect politique, les acteurs politiques l'utilisent généralement en Afrique, comme l'a rappelé l'historien, également ailleurs, on l'utilise comme moyen de pardon pour pouvoir rétablir la paix et effacer les conflits dans un pays donné. Le Tchad en a connu énormément des cas d'amnistie, des cas de troubles politico-militaires, des crimes graves, des crimes de sang, des crimes économiques, et également des victimes étaient la population ou les atteintes aux institutions de l'État et à la République, ou autres, ou à la stabilité du pays. Il y a eu des cas d'amnistie qui ont permis de rétablir l'ordre, de pardonner et de rassurer les auteurs de ces crimes, je veux dire présumés auteurs, parce qu'il y a la présomption d'innocence, et donc on pourrait l'utiliser pour ce côté politique, mais ce côté social également, c'est celui du fait que rétablir la paix, mais attention,
elle peut encourager, si on y fait recours régulièrement, elle peut encourager l'impunité et alors rompre l'égalité des citoyens devant la loi, quel que soit leur niveau social, leur position sociale ou politique et autres. Et là, l'objectif de sécuriser la société contre les éventuels crimes ou les éventuelles tentatives de toute personne qui serait tentée de commettre un crime ou au détriment de la société, au détriment des individus. Professeur Amat, ça permet... est-ce que l'amnistie générale est arrivée à point nommé? Est-ce que c'est bien situé par rapport à la situation que nous traversons aujourd'hui, par rapport aux préparatifs à ce grand rendez-vous national qui est le dialogue? Tout à fait. Je l'ai dit d'entrée du jeu, c'est parce que la paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. On pourrait critiquer. Au-delà de la revendication des politico-militaires qui conditionnaient leur participation par une amnistie générale, même l'initiative de l'exécutif du pouvoir en place pourrait se dire je pardonne, je prends une loi d'amnistie pour pardonner à tout le monde. Toute personne qui se reproche d'une infraction quelconque, d'un crime ou délit ou autre, pourrait se considérer en sécurité et être rassurée de rentrer paisiblement au pays, de faire la paix avec ses frères et sœurs tchadiens et de refaire le mieux vivre ensemble malgré les infractions. On se pardonne, bien sûr, mais alors on reprend un Tchad nouveau où il fait bon vivre ensemble. Un Tchad orienté vers le développement. Nous allons donc la réconciliation des cœurs et des esprits sans méfiance. Nous allons revenir à vous. Guibolo Fanga, vous êtes magistrat et les deux projets sont déjà pris en Conseil des ministres. Quelle suite sera donnée à ces deux projets? Est-ce que après ça va, puisque nous avons une institution qui représente l'Assemblée nationale, est-ce que ces deux projets seront soumis à leur approbation? Qu'est-ce qui va se passer? Ok, merci. Je voudrais apporter une petite précision à la suite de l'intervention de M. Mahamat Hassan pour dire que le président de la République dispose d'un pouvoir pénal qui lui permet d'empiéter à certains égards sur les compétences dévolues aux autres pouvoirs, notamment le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Ce qui veut dire qu'il peut à un moment donné se comporter comme un législateur, comme un magistrat. Il se comporte comme un législateur lorsqu'il légifère par voie d'ordonnance, et là il doit être autorisé par l'Assemblée nationale ou encore les élus du peuple. Il se comporte comme un magistrat lorsqu'il intervient dans le cours de l'exécution des décisions de justice ou encore dans le cours des poursuites. Lorsque l'action publique, par exemple, est mise en mouvement et que des poursuites sont déclenchées, le président de la République peut, conformément à la Constitution ou encore à la charte de transition qui fait office aujourd'hui de loi fondamentale de l'État, disons, accorder un certain nombre de pardons ou encore de clémence à l'égard de tel ou tel autre concitoyen en conflit avec la loi. Sauf que il y a une nuance, parce que là on est en train de parler de l'amnistie, pas de la grâce. Parce que la grâce est une clémence également accordée, cette fois-ci par le chef de l'État, par un décret qu'il prend directement. Mais la grâce, par cette procédure, pas du tout. Et la grâce n'efface pas la condamnation inscrite au casier judiciaire. Par contre, l'amnistie efface rétroactivement le caractère d'infraction à certains faits, à l'exception des réparations civiles ou encore la restitution des biens meubles et immeubles qui ne peuvent pas être considérés comme faisant partie de cette amnistie. Alors, pour revenir maintenant à la préoccupation majeure, dès lors que le gouvernement, puisqu'on est dans le champ du droit pénal ici, c'est le droit pénal qui est en quelque sorte en place, et pour permettre maintenant au gouvernement d'accorder le pardon, puisqu'il s'agit de pardonner à un certain nombre de personnes, il faut initier un projet de loi, puisque ce n'est pas une initiative
de l'Assemblée nationale. Comme c'est un projet de loi, le gouvernement l'examine en Conseil des ministres, puisqu'il est inscrit à l'ordre du jour, le projet de loi d'amnistie. Il l'examine en Conseil des ministres. Si ce projet est adopté en Conseil des ministres, alors il y a une autre procédure à suivre, celle devant les élus du peuple. À ce jour, nous avons le Conseil national de transition qui fait office de l'Assemblée nationale. À ce niveau également, il va falloir que les conseillers nationaux apprécient le bien fondé de ces deux projets de loi d'amnistie pour dire si tel ou tel autre doit bénéficier, je ne sais pas, d'une amnistie ou pas. Donc la procédure consiste à aller cette fois-ci devant les élus du peuple, je vais dire devant les conseillers nationaux qui représentent légalement le peuple. Oui. Alors, si à leur niveau le projet est validé, approuvé, c'est à partir de ce moment-là où les personnes devant bénéficier de cette amnistie pourraient bien jouir de ces droits. Docteur Souleymane Abdoulaye, vous avez bien dit dans votre intervention précédente que ce n'est pas pour la première fois qu'il y a eu amnistie au Tchad. Il y a eu plusieurs cas, notamment à l'approche de la conférence nationale souveraine de 1993. Mais cela n'a pas empêché que les Tchadiens reprennent les armes. Alors, est-ce que le contexte actuel pourrait nous faire comprendre que les Tchadiens peuvent déjà enterrer définitivement la hache de guerre? Est-ce qu'il y a des signes qui prouvent que cette fois-ci, c'est un bon départ? Oui, je peux répondre par l'affirmatif, par le fait que les différents comités chargés de rencontrer les frères en armes à travers les pays voisins, à travers le monde, à chaque fois qu'ils rencontrent les groupes mécontents, ils les accueillent avec enthousiasme, ils discutent avec eux, et ils ont aussi animé de la ferme volonté de regagner et de construire ces pays-là. Donc cet acte est à point nommé. Voilà. Et ça nous rassure, en fait. Ça rassure le peuple tchadien, que les Tchadiens sont fatigués de la guerre. Et cette fois-ci, c'est une occasion à ne jamais rater. Voilà. Et le contexte concourt vers la construction d'une paix durable. Voilà. Et professeur, vous pensez la même chose, que cette fois-ci, les Tchadiens doivent saisir cette main tendue, ce pardon qui vient de cœur, pour faire définitivement la paix? Écoutez, tout Tchadien, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la diaspora ou en rébellion, a le souci de mieux vivre ensemble, au-delà de nos diversités ethniques, tribales, confessionnelles et culturelles. Tout le monde a le souci de mieux vivre ensemble. De tous les événements que le Tchad a connus, aucune frange de la population, quelles que soient les difficultés, même à la guerre majeure de 79-80, aucun groupe politico-militaire n'a demandé la sécession ou la division du Tchad ou l'effritement du Tchad. Malgré le comité permanent de Kamougué au sud, ce n'était pas une sécession du tout. Et l'entrée en rébellion de Frodina en 66, pour compléter l'historien, il y a eu le congrès de Durban en 72 où Tombolwaï a pris une ordonnance d'amnistie pour amnistier les rebelles qui acceptent de regagner la légalité. En 75, après le coup d'État, les militaires l'avaient fait, le Conseil supérieur militaire de Maloum l'avait fait, et comme préalable à la réconciliation avec le CCFAN, avec les accords de Khartoum au Soudan. La même chose après les accords de Bagdad, où l'actuel ministre de la Réconciliation nationale et du dialogue politique, Cheikh Ibn Omar, le ministre d'État, était au CAC-CDR, et il était avec les accords de Bagdad. Il était question de l'amnistie avant de regagner la légalité, et il est devenu par la suite ministre des Affaires étrangères, dernier ministre des Affaires de Hissène Habré. Et il y a eu également d'autres. L'histoire du Tchad avec les conflits, il y a eu toujours le préalable du pardon et donc la voie de l'amnistie et donc d'effacer les infractions comme nous venons de le rappeler tout à l'heure
avec le cadet. Maintenant, aujourd'hui, nous parlons d'un dialogue inclusif. Un dialogue, je dis bien inclusif, avec ce qualificatif qui a tout son sens, n'excluant personne. Politico-militaire, diaspora, opposition, majorité, société civile ou autre ou simple individu, il est bon que les Tchadiens se pardonnent. Il est bon que les Tchadiens se pardonnent. Et le fait que le Conseil des ministres, d'une manière très dynamique et rapide, siège aujourd'hui et vote le projet de loi portant amnistie générale, qui va être déféré, bien entendu, selon la procédure légale, comme l'a rappelé monsieur le magistrat, au CNT qui joue office de parlement de transition. Et bien entendu, les élus du peuple ne sont pas des extraterrestres, ils sont des Tchadiens qui vivent les réalités, ils vont apprécier la portée et surtout les conséquences et les résultats, l'impact sur la vie sociale et la paix au Tchad. Et il y a forte chance, je ne doute pas, c'est vrai, je ne présage pas sur l'indépendance des conseillers, mais je pense que c'est un acte à saluer pour le pardon général et il faudrait, si c'est cela qui pourrait ramener la paix au Tchad, il n'y a pas de prix pour la paix, il n'y a aucun prix. Il n'y a pas de prix, l'amnistie porte toujours des fruits. Gibolo Fanga, vous êtes magistrat. Du côté juridique, quels sont réellement les bénéficiaires de cette amnistie générale? On parle d'amnistie générale. On pouvait parler aussi d'amnistie tout court. Oui, merci. Alors, on parle d'amnistie générale, il y a un certain nombre de personnes visées. Ce qui suppose qu'il y a des gens qui ont été à un moment donné en conflit avec la loi. Pour peut-être des délits d'opinion, pour des actes de terrorisme, même les actes de terreur. Donc, ça peut être le fait, pour un certain nombre d'unités, de procéder à l'enrôlement des enfants de moins de 18 ans dans les forces armées et autres. Donc, c'est par catégorie. Si vous avez vu, il y a 2 projets de loi et il y a des listes des personnes qui sont désignées, éligibles à cette amnistie, à cette proposition faite. Alors, il y a quelque chose d'important que je voudrais relever au cours de ces débats pour dire que c'est beaucoup plus en raison des circonstances particulières et au nom de l'intérêt général qu'un gouvernement décide de prendre une loi d'amnistie. En réalité, c'est le gouvernement qui a qui a initié le projet. Ce n'est pas une émanation de l'Assemblée nationale ou encore du Conseil national de transition qui fait office aujourd'hui de l'Assemblée nationale. Non. Ça veut dire qu'il y a une volonté du gouvernement qui, à un moment donné, avait constaté en quelque sorte la vacance de pouvoir. Et il a fallu la mise en place du Conseil militaire de transition et plus tard le gouvernement de transition pour qu'on parle d'une transition quand même qui, à ce jour, n'est pas assez critiquée, si je peux le dire ainsi. Alors maintenant, pour permettre à chacun et à chacune, je vais parler des citoyens, de s'exprimer librement dans ce pays, de donner son point de vue qui peut ne pas être pris en compte, alors de venir librement participer à ce dialogue, justement, le gouvernement a adopté une feuille de route courant au début du mois d'août. Et dans cette feuille de route, il y a 3 axes. Les 2 premiers axes sont beaucoup plus consacrés à la défense, à la sécurité, à la stabilité, mais aussi tout débouche sur l'organisation d'un dialogue national inclusif. Maintenant, pour participer au dialogue national inclusif, il faut des garanties. Pour éviter des déboires judiciaires, c'est pour cette raison que les politico-militaires, beaucoup plus, ont conditionné leur participation à ce dialogue par l'amnistie. C'est pourquoi, pour tel ou tel autre fait commis par tel ou tel autre citoyen, on a fait la part des choses pour dire lesquels qui doivent bénéficier d'une amnistie générale d'actes de terrorisme et autres, lesquels pour des délits d'opinion.
Donc voilà un peu les raisons qui ont poussé le gouvernement à soumettre ces projets en examen en Conseil des ministres. Maintenant, la procédure devant l'Assemblée nationale, comme il l'a dit, M. Mamata Hassan, ce n'est pas des extraterrestres. C'est au nom de la paix. C'est au nom de la stabilité et que les Tchadiens veulent se parler entre eux. Là même, il faut impliquer davantage les autres. Parce que si nous voulons... Quand vous dites impliquer davantage les autres, vous faites allusion à qui? Je fais allusion à tout le monde. C'est-à-dire les Tchadiens? Les Tchadiens. Qui vivent à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Ils peuvent être des partis politiques d'opposition ou des alliés, mais toujours est-il qu'il faut les impliquer. Nous voulons la paix. Il n'y a pas une paix qu'il faut faire de façade. Non, il faut que ça soit sérieux, il faut que ça soit réel. Parce que là, nous sommes dans un état de droit. Cet état de droit également nous impose un certain nombre de choses qu'il faut respecter. Donc voilà, tout ça va déboucher sur l'organisation des élections libres et transparentes pour nous permettre d'élire un président démocratiquement. Et de s'occuper d'autres défis, notamment les défis économiques. Et tout à l'heure, professeur, vous parlez des impacts sociaux de ce projet de loi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que ce projet de loi pourrait faire l'objet d'impact dans le domaine du social? Écoutez, au-delà de la paix pour laquelle nous sommes tous d'accord, moi-même et mes collègues, d'autres invités, de la recherche de la paix, de la réconciliation des cœurs et des esprits, de déblayer le terrain pour que personne ne soit en méfiance ou ne se sente avec une épée de Damoclès à la tête et qui viennent participer dans la sérénité au dialogue inclusif annoncé. Le premier impact, c'est la recherche de la paix sociale. Oui. La réconciliation des cœurs et des esprits des Tchadiens. L'autre impact qui me paraît négatif, c'est que on pourrait, je disais tout à l'heure, le recours régulier à des lois d'amnistie encourage l'impunité et l'inégalité des individus devant la loi. Mais en fait, ça permet à certaines personnes, et surtout aux récidivistes, d'échapper à la rigueur de la loi et surtout au respect. Par exemple, tout à l'heure, le magistrat évoquait les actes de terrorisme. Le Tchad a supprimé dans sa loi pénale la peine de mort. Mais la peine de mort subsiste pour les actes qualifiés de terrorisme. Elle subsiste dans le code pénal pour les actes qualifiés de terrorisme. Or, il y a un mouvement mondial qui milite pour la suppression de la peine de mort, qui n'est pas la voie la plus efficace pour sécuriser une société humaine. Mais le Tchad l'avait adopté, il avait supprimé de son code pénal qui date de 1967 et avec les différentes modifications qui ont eu lieu par la suite. Et puis, les amnisties qu'on a connues pour pouvoir dire, il n'y a que toutes les infractions peuvent avoir des peines maximum d'emprisonnement et autres, ou des peines d'emprisonnement à vie ou à temps, mais le terrorisme, quand la personne est reconnue coupable d'actes de terrorisme, elle peut être susceptible de la condamnation à mort. Alors, l'amnistie efface tout ça, efface tout cela, et dans le langage que nous avons connu ces derniers temps entre le gouvernement et les politico-militaires, il y a un verbiage des qualificatifs entre terroristes, des terroristes ou rébellions, etc., et cela, d'une manière variable qu'on appliquait. Et le fait que cette amnistie arrive, elle arrive au point nommé pour que les uns et les autres se sentent rassurés, pour qu'ils ne puissent pas avoir méfiance, pour dire que non, le terrorisme est passible de la peine de mort dans le code, parce que tout le monde sait lire les textes juridiques, oui, même si l'interprétation est du domaine des magistrats et autres praticiens du droit. Alors, la logique, c'est l'objectif poursuivi. Ça, c'est le côté. L'autre, c'est d'éviter de faire souvent recours à l'amnistie, que pour moi, pour avoir été acteur judiciaire très tôt comme greffier en chef à la sortie de l'ENAM en première prononciation en 88, greffier en chef à la Cour spéciale de justice, Hissène Habré, pour conditionner la réconciliation avec les codeux du Sud à l'époque, avec et autres qui sont entrés en rébellion, Codé, Cocotier,
Codé rouge, Codé vert, etc., a pris des ordonnances d'amnistie, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le Parlement. Et pour les personnes poursuivies d'actes de détournement, de corruption et de trafic d'influence également, il y avait pris d'ordonnance. Et quand je suis arrivé, j'avais pris des dossiers. Certaines personnes avaient bénéficié de l'amnistie d'Hissène Habré. Et elles sont, d'ailleurs, certaines sont encore en vie et elles sont acteurs actifs dans la vie politique actuelle que je connais et dont je me rappelle bien des dossiers. Donc, et d'autres, par la suite, il y a eu plusieurs actes, plusieurs situations. Le Tchad a marqué l'Afrique et l'humanité par son caractère belliqueux et un pays d'instabilité et de guerre fratricide. Maintenant, si vraiment la paix est la condition du pardon général, et cette amnistie vient à point mené, je me répète, le problème c'est que le dialogue soit sincère. Un dialogue inclusif, sincère de cœur et des esprits, pour qu'on se pardonne, pour refaire le contrat social qui serait la nouvelle constitution, d'un Tchad nouveau, avec des conditionnalités nouvelles, préservant les droits et libertés de chacun, mais également avec des institutions solides, judiciaires, pour sécuriser la société et faire application de la loi, avec des magistrats formés bien entendu, mais également un Parlement qui représente la nation, contrôle l'action de l'exécutif et surtout vote les lois légalisant la gestion de l'État et de la société, mais aussi un exécutif qui, comme l'a rappelé le cadet tout à l'heure, on aboutira alors à des élections générales qui vont doter le pays d'un pouvoir exécutif ayant une grande légitimité sans contestation et qu'on aura également un Parlement et bien entendu, par la suite, selon la forme que nous allons retenir, également au niveau des élus locaux et autres. Et donc, on référera le Tchad dans le pardon et surtout, le mot qui me paraît important ici, il ne faut pas faire la paix des lèvres. La paix de cœur. La paix de cœur et la paix de cœur et des esprits. Est-ce qu'on peut dire que cette fois-ci, nous pouvons tourner le dos définitivement au conflit infernal et regarder résolument vers l'avenir? Et pour regarder vers l'avenir, cette étape importante qui est le dialogue inclusif serait quelque chose qui est attendu par tous les Tchadiens, M. Souleymane? Tous les Tchadiens attendent cette opportunité-là depuis longtemps. Maintenant que nous avons saisi cette opportunité, chacun doit faire une analyse de conscience. Et cette analyse de conscience doit être orientée vers la construction d'une paix durable. Et cela nécessairement passe par les pardons. Et l'acte du pardon est déjà lancé par le gouvernement de transition. Il appartient à nous, dans nos familles, dans nos discussions, de vulgariser cela. De faire en sorte que tout citoyen comprend. Parce que nous avons connu les conséquences de la guerre. Si jusqu'à maintenant, il ne fait pas bon vivre dans notre pays, c'est parce que nous avons connu la guerre. Et là, on doit prôner, pour construire cette paix durable, on doit prôner l'égalité et la justice, sans lesquelles on ne peut pas prétendre à une paix durable dans ces pays-là. Il faut que tous les Tchadiens se sentent d'abord chez eux. Tous les Tchadiens se sentent égaux. Et à partir de ce moment-là, la paix viendra d'elle-même. Voilà. Donc, cette opportunité-là, il faut que les Tchadiens réfléchissent beaucoup là. Voilà. Oui. Monsieur Guiblo Fanga, cette décision semble être importante malgré ce rappel des situations de haut et de bas. Et juridiquement, est-ce que ça vous met, vous en tant que magistrat, en bonne position par rapport à l'avenir du Tchad? Merci. Alors, je l'ai dit tantôt que le président de la République dispose d'un pouvoir pénal, puisqu'on est dans le champ du droit pénal. Il dispose à un moment donné d'un droit pénal qui lui permet d'empiéter sur les compétences dévolues aux autres pouvoirs, notamment le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, pardon, et le pouvoir judiciaire. Mais il le fait au nom de l'intérêt général. Ce qui est important et qu'il faut rappeler ici, c'est qu'il y a une séparation de pouvoir. La séparation de pouvoir date de Montesquieu. La séparation de pouvoir date de John Locke.
cette séparation de pouvoir est inscrite ou consacrée, je vais dire, dans la loi fondamentale ou dans toutes les lois fondamentales que le Tchad a connues. Et en réalité, il n'est pas aussi fondé à chaque fois de prendre des actes simplement pour amnistier. Non. Il est des gens, je vais dire ainsi, qui sont là, en conflit avec la loi, mais vont bénéficier, dans le cadre de ces lois d'amnistie, et aller librement, peut-être poser d'autres actes. Et là, ils vont se livrer davantage, peut-être à des actes de nature à remettre encore en cause la paix, puisque c'est des gens il y a des gars qui ont pris des armes, qui se sont rebellés, quand bien même conformément à la charte des droits de l'homme, c'est aussi un droit pour chacun d'avoir une certaine révolte. Mais il y a eu quand même des missions qui ont effectué des déplacements à l'extérieur du pays, il y a eu des rencontres avec ces politico-militaires. On suppose que la question de l'amnistie générale a été l'une des premières conditions qui ont été posées. Est-ce que vous ne pensez pas que ces gens ont réfléchi avant de demander le pardon et une fois le pardon obtenu, revenir résolument pour ne plus tourner encore, repartir en arrière? Alors, pour ce cas d'espèce, hein, ma démonstration va au-delà de ce cas précis où nous sommes en transition, il faut coûte que coûte impliquer tout le monde pour se pardonner. Non, je dis en dehors même, il y a des actes, disons des ordonnances qui ont été prises pour accorder l'amnistie, pour amnistier en quelque sorte des personnes en conflit avec la loi. Alors, au nom de l'intérêt général, et dans le cadre de cette transition, je suis tout à fait d'accord que l'on prenne des lois d'amnistie pour permettre à ces citoyens tchadiens qui sont en dehors ou bien ici en cavale de retrouver leur liberté et de donner leur point de vue par rapport même au fonctionnement de leur État, de leur pays, ce qui est normal. Ça, je n'en disconviens pas. Mais lorsque, pour des cas, des gens qui, par exemple, se considèrent comme des citoyens en transit, ils sont là, et à chaque fois, ils vont prendre les armes, se rebeller, tuer, piller, on va leur accorder l'amnistie, eh bien, je me dis c'est aussi dangereux, quelquefois. Et quand on neutralise les sanctions du magistrat aussi, ça le fragilise davantage. Je viens de condamner en tant que juge un prévenu, par exemple, ou un inculpé, quelqu'un qui est en conflit avec la loi, il doit purger sa peine, mais à travers un acte posé par l'exécutif, la sanction s'arrête là, il sort. Parfois, comme pour le cas de l'amnistie, avec un casier judiciaire vierge, parce que ça efface complètement et de manière rétroactive certains faits. Donc voilà un peu la difficulté. Oui. Professeur, ce n'est pas pour la première fois, vous l'avez maintes fois rappelé, qu'il y a eu amnistie au Tchad. Et quel conseil faut-il donner à ceux qui ont été mécontents aujourd'hui? Ils se sont engagés à revenir au pays, ils ont bénéficié de cette amnistie générale. Écoutez, le conseil que je donne à mes compatriotes et concitoyens qui ont eu recours à la violence, écoutez, toutes les rébellions, c'est pour la recherche et l'exercice du pouvoir que le Tchad a connu, mais elles ont eu des conséquences dans les zones d'opération contre les paisibles citoyens aussi. Et ces lois d'amnistie, deux fois, j'ai eu, à l'époque, j'ai grandi à l'est du Tchad, je sais de quoi je parle, où il y a eu des rebelles qui sont rentrés sous protection sous le régime de la loi d'amnistie, et que ça a privé les citoyens qu'on a pris leurs milles, leurs chèvres, leurs cabris, etc., ou leurs chameaux, ou qui ayant tué leurs frères, d'engager des poursuites
se morfondant dans le cœur avec un sentiment d'injustice, comme l'a rappelé le magistrat tout à l'heure, et ça fragilise l'autorité judiciaire et qui est censée sécuriser la société. Mais maintenant, le conseil que je donne, il ne faut pas profiter de l'amnistie pour trouver une virginité et se sentir dans l'impunité de reprendre la route de la rébellion ou de reprendre la route de la violence pour réclamer des droits et autres. Il faut s'insérer d'une manière sincère dans la société en transformation. Nous voulons un Tchad nouveau, le plus fort prix qu'on peut payer un gouvernement en place, où les institutions, c'est l'amnistie générale avec toutes ses conséquences. Le Tchad n'appartient à personne. Personne n'a choisi d'être né tchadien. C'est la colonisation et le destin qui nous ont mis ensemble. Et donc, dans ce cas-là, quels que soient les conflits pour la recherche et l'exercice du pouvoir, quels que soient les conflits politiques ou sociaux que nous avons intérêt à vivre ensemble. Mais le mieux vivre ensemble, nous vivons ensemble déjà, formellement, mais dans le cœur et des esprits, c'est une vie d'hypocrisie, avec des méfiances et de retenue. Non, il faut que cette fois-ci, le dialogue politique que les autorités annoncent soit une occasion utile avec cette loi d'amnistie. Moi, j'apprécie, je salue la rapidité avec laquelle le gouvernement a répondu au préalable de certains politico-militaires qui conditionnent leur participation par cette amnistie générale. Je salue surtout ce dynamisme et cette célérité qui annonce la bonne volonté du gouvernement pour pouvoir dire oui, si c'est l'amnistie, je le prends maintenant, comme nous rappelons tout de suite tout à l'heure, il reste la procédure de finition qui serait le Parlement de transition, qui est l'organe législatif de la transition, qui va valider cela en loi. Et alors en ce moment-là, nous pouvons, les individus intéressés pourraient y bénéficier légalement. Et alors il faut saisir cette occasion, que cette fois-ci, les rencontres de réconciliation, des conférences nationales, des forums et autres, cette fois-ci soit l'ultime rencontre qui pourrait tourner la page de la violence et de la haine et de la méfiance pour faire d'un Tchad nouveau, convenu sur des règles nouvelles, des valeurs nouvelles, et puis pour qu'on puisse mieux vivre ensemble dans ce beau pays. Merci, Dr Souleymane. La paix, le pardon est déjà acquis. Posé. Hein, le pardon est déjà posé et aujourd'hui, il faut que les Tchadiens, ceux qui étaient mécontents hier, saisissent le ballon au bon, comme on le dit. L'échiquier politique est caractérisé par la liberté d'expression, la liberté associative, et nous avons passé par la conférence nationale où toutes les bases des libertés fondamentales ont été posées. Aujourd'hui, nous regrettons ce qui s'est passé après cette phase transitoire jusqu'aux élections des 80 et les multiples élections que nous avons connues. Et donc aujourd'hui, on ne peut que réfléchir sur une paix durable et qu'ils viennent aussi avec des cœurs ouverts, accepter tous les Tchadiens de la même façon, qu'ils aient l'idée de construire un Tchad où les voisins seront enviés de venir vivre parmi nous. Voilà donc le message que je voulais donner à mes frères qui ont pris les armes et qui sont dès l'instant excusés. Voilà. Monsieur Guibolo Fanga, la même question est posée. Il faut peut-être changer de comportement pour prouver effectivement que les Tchadiens sont résolument tournés vers le développement, vers l'avenir, vers la paix totale. Tout à fait. Je dirais que c'est une occasion à saisir par ceux-là, parce que le gouvernement, à un moment donné, a estimé que ses propres raisons étaient de nature peut-être à troubler l'ordre public, parce que les révoltes ne sont pas sont aussi parfois légitimes, je vais dire. Il y a des révoltes légitimes. Il y a des revendications légitimes. Alors c'est pourquoi le gouvernement a estimé qu'il faut le pardon, qu'il faut impliquer tout le monde pour décider de l'avenir même de ce pays. Donc s'il y a des gens qui aujourd'hui sont en dehors du pays, qui sont inquiétés, il y a quand même il y a des comités qui ont été mis en place pour aller vers ceux-là
Et c'est quand même franc, le fait d'aller vers quelqu'un, lui dire que voilà, nous sommes là pour que vous veniez au pays, pour que vous participiez au dialogue, au processus en cours, pour la gestion de ce pays qui est le Tchad, commun à nous tous. Donc c'est quand même à saluer et je pense que c'est sincère. Il faut que cela rentre, il faut qu'on participe tous au dialogue et qu'on définisse quand même l'avenir de ce pays. Le pardon, condition sine qua non pour la paix au Tchad, pour le développement. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre votre débat autour du thème l'amnistie pour une réconciliation nationale et une paix durable au Tchad. Autour de cette table, nous avons reçu le professeur Ahmad Mahamat Hassan. Merci d'avoir accepté de participer à ce débat. L'honneur est à moi de contribuer toujours à ce genre de débat qui concerne toute la nation. Nous tenons à vous remercier également, Monsieur Guibolo Fanga Mathieu. Vous êtes magistrat, conseiller juridique du Premier ministre. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et nous remercions également Dr Suleiman Abdoulaye Adoum, historien, enseignant-chercheur à l'école normale supérieure. Une fois de plus, merci de votre disponibilité. À moi de vous remercier de m'avoir donné cette opportunité de parler au peuple tchadien. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous prochainement. Au revoir.